Bonsoir à tous, ravi de vous savoir à l'écoute de l'avant-dernière émission de l'année. Pour vous informer, c'est un plaisir de retrouver une bonne partie de l'équipe de mon micro avec Valérie pour J'écris ton nom. Bonsoir Valérie, comment ça va? Bonsoir. Ravi de te retrouver. Eh ben, très 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 heureuse d'être là, encore plus à cette période. Alors ce soir, je vais vous présenter la sainte patronne des libraires, je nomme Adrienne Monnier. Ça va être passionnant. Par téléphone tout à l'heure, nous serons avec Éric Brulin dans Guédard, dans à peine une demi-heure. Et toujours avec nous, Annabelle Guiraud, Art pour Yel. C'est elle, justement, cette chronique dont on parle beaucoup en ce moment. Bonsoir, comment ça va Annabelle? Bonsoir à toutes et tous. Eh bien, aujourd'hui, pour la dernière chronique Art pour Yel 2020, nous parlerons du premier roman de Fatima Daas, La Petite Dernière. Heureux de retrouver aussi notre ami Thomas Kassab pour un mal pour un bien. Bonsoir Thomas. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de tordre le cou aux idées reçues sur la grippe et la vaccination contre le Covid. Et vous verrez, elles sont nombreuses, ces idées reçues. Et c'est un bonheur aussi de compter parmi nous Nicolas Rividi pour son plus de l'actu. Bonsoir Nico. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ce soir, on va parler... en écho à l'actualité du fantasme, du romantisme guerrier. Aïe aïe, tout un programme. Merci d'être là Nicolas. Sans tarder, on démarre avec notre fidèle Jérôme de Courcelles qui nous fait le plaisir de nous rendre visite avec une invitée. Bonsoir Jérôme, comment ça va? Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. On reçoit Marion Aluchon, chef de projet responsable de l'art contemporain, de la mode, du design, de l'artisanat à l'Institut suédois à Paris, et pour une exposition qu'il faut absolument voir, The Reincarnation of Rockland Palace. J'ai un accent anglais à couper au couteau. Avec la saison mouvement, eh bien, l'Institut suédois fête le centenaire des ballets suédois et dédie sa programmation pluridisciplinaire à la danse comme vecteur de changements artistiques et sociétaux. La part belle est faite à la culture ballroom, ce mouvement artistique et politique créé par les communautés LGBTQI+, noires et latinx du quartier de Harlem à New York dans les années 1920. Il y a donc 100 ans qu'on vous invite donc à découvrir au travers de cette exposition The Reincarnation of Rockland Palace par la réalisatrice Sarah Yardene et l'artiste Twiggy Pucci Garçon. Alors deux noms qu'on connaît bien ici, puisque ce sont la réalisatrice et l'éco-scénariste du film Kiki, sorti le 26 janvier 2016. Vous pourrez d'ailleurs retrouver des extraits de ce film lors de cette exposition. On va en parler. Bonjour Marion Aluchon. Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup d'être dans Homo Micro. Pourquoi avoir choisi ce thème autour du Rockland Palace ? Alors d'abord parce qu'on cherchait à rendre hommage au ballet suédois, qui est donc ce mouvement de danse suédois qui est né en France en fait en 1920 par des Suédois venus s'installer à Paris et qui charriait comme ça, outre le fait d'imposer une nouvelle danse très avant-gardiste pour l'époque, très scandaleuse, qui en même temps parlait également de fluidité des genres, de choses un peu moins traditionnelles pour l'époque. Et donc on rend de toute façon hommage au ballet suédois dans notre exposition, parce qu'on a toute une pièce qui est dédiée au ballet suédois. Et puis on cherchait un petit peu quel pouvait être le pendant contemporain des ballets suédois. Alors ça n'est évidemment pas un pendant exact, mais à ce moment-là, on a rencontré Sarah Yardene, qui est donc la réalisatrice du film Kiki, qui nous a proposé justement outre le fait de montrer le film, de faire tout un projet comme ça autour de la culture ballroom et du voguing. Et c'est vrai qu'on s'est dit que le voguing, parce que c'est un mouvement de danse qui est pluridisciplinaire, comme les ballets suédois, qui traite des questions de genre, comme les ballets suédois le faisaient aussi un peu à l'époque, et qui est aussi un mouvement qui est très collectif, qui est très fondé sur le collectif, et on s'est dit que de fait ça pouvait
ça pouvait coller. Pouvez nous rappeler un peu ce que c'était justement ce monument de la culture LGBTQ+, à New York, que représentait justement Rockland Palace? The Rockland Palace. Ouais. Donc, The Rockland Palace, c'était une grande salle de bal qui était à Harlem, qui était tout à fait active dans les années 1920. Et donc, c'est là que se tenaient des balls à la fois de la communauté noire qui habitait Harlem, mais aussi ce bâtiment accueillait des balls pour les travestis, des drag balls, les drag queens. Et donc, c'est là, entre guillemets, c'est là qu'on pense, si vous voulez, que la culture ballroom est née à Harlem. Autour, il n'y avait pas que The Rockland Palace, mais autour notamment de ce bâtiment qui aujourd'hui n'existe plus, The Rockland Palace. Oui, puisque c'est devenu un parking. Dans cette exposition, donc The Reincarnation of Rockland Palace, il y a des photos, toutes en noir et blanc, des portraits en mouvement, de la danse ou simplement regardant l'objectif, des regards puissants. Il y a des foules sous le charme du défilé. Je pense à cette photo où parmi la foule, deux mains se tendent vers le podium pour accueillir les artistes sur scène. Un superbe choix de photos. Comment on fait pour choisir ces photos-là, quoi? Alors, donc les photos qui sont présentées à l'Institut suédois, c'est des photos qui sont très récentes en fait. C'est des photos qui datent de 2012, au moment où Sarah Yodane et Twiggy Pucci-Garçon, qui travaillaient ensemble au film Kiki, ont organisé ce ball qui s'appelait The Reincarnation of Rockland Palace. Et donc c'est un grand ball qui a eu lieu en 2012 sur le parking où se tenait avant The Rockland Palace. Donc ces photos-là, ce sont donc des photos des participants au ball. Alors elles sont en noir et blanc, mais elles sont assez récentes. Voilà, ce qu'on a voulu montrer, c'est un peu un panorama des participants à ce ball de The Rockland Palace, en alternant des portraits et en même temps des photographies des vogueurs en pleine danse. On peut être surpris aussi par l'ambiance du lieu d'exposition. Pourquoi avoir mis cette expo dans des pièces sombres? C'était pour rendre le côté un petit peu théâtral et aussi pour faire un clin d'œil à cette ambiance de la nuit qui est donc souvent le moment où les balls se tiennent plus que dans la journée. Mais c'était un peu l'idée. Et puis les photographies donc, sont en noir et blanc et donc on avait envie de mettre en avant ce contraste de couleurs et on trouvait qu'une ambiance un peu sombre pouvait justement le mettre le lieu en valeur. Jérôme? On va parler du film. Alors, les images sont issues du film Kiki, on l'a dit, réalisé par Sarah Yordane. Ce film de 94 minutes, c'est un voyage à travers la scène new-yorkaise, rythmé par une excellente bande originale signée McHugh. Comment s'est fait le choix des extraits? Alors, en fait, c'est pas tout à fait ça. Les images que vous voyez projetées dans l'exposition ne sont pas extraites de Kiki. Ah, d'accord. Non. Ok, alors, autant pour moi. Il y a des passages du ballroom qui sont dans Kiki, mais ces images-là sont des images qui ont été prises au moment du ball et qui ne documentent que le ball. D'accord. Ok. Tout comme les photos. D'accord. Et en tout cas, excellent choix. J'ai vu quelques extraits moi de ces vidéos et franchement, c'est de la transe. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, c'est magnifique quoi. On rentre dedans. Franchement, faut vraiment aller voir. Et alors justement, en attendant le 7 janvier, on espère bien sûr la réouverture des salles d'exposition. Et on peut voir quand même cette exposition sur le net, sur le site Absolument. Nos médiateurs ont réalisé une visite guidée de cette exposition. Donc vous pouvez la voir quand vous voulez. Sur le site de l'Institut suédois. Voilà, exactement. www.institutsuédois.fr. Oui, c'est ça. C'est ça. On a parlé des photos, on a parlé du film. Quand on pourra se rendre donc à l'Institut suédois, alors c'est aussi en visio, puisque ce sera sur Zoom. Il y aura la création d'un nouvel événement performatif sous forme d'un ball franco-suédois-américain avec 2 workshops Runaway et Voguing en anglais, mais aussi avec des rencontres avec des personnalités américaines, françaises et suédoises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, ça vient clôturer un petit peu notre saison qui à la base était censée se terminer le 10 janvier mais que finalement on repousse la fermeture au 15 février. C'est comme ça, histoire de pouvoir laisser le temps aux gens d'aller voir l'exposition. Donc on a eu plusieurs projections aussi du film Kiki. La dernière, ce sera le 7 janvier en digital.
Et puis donc, on va avoir une rencontre avec Sarah Yoderne, Twiggy, Petit Garçon, Michael Robertson, qui est une grande figure de la culture ballroom américaine, et Lacindra Ninja, qui est une grande figure de la scène aussi voguing, disons new-yorkaise, mais qui, elle, est ensuite venue à Paris. Donc ça, c'est le 7 janvier aussi. Le 8, donc les workshops Runway et voguing par 2 stars du voguing américain. Et puis, donc, le 9 janvier à 19h, tout est en streaming, vu les conditions. Mais donc, on accueillera un grand ball qui s'appelle Passé, Présent, Futur, qui a été créé spécialement pour nous, par Sarah Yoderne et Twiggy Petit Garçon, qui, donc, vous l'avez dit, rassemblera des Suédois, des Français, des Américains. Et je vous invite à lire le texte qu'ils ont créé sur ce ball, qui est un ball qui tente comme ça de faire se rencontrer le passé, de revenir aux origines notamment africaines, de la culture ballroom, et le faire converser le passé, le présent et le futur sous la forme de l'afro-futurisme. Est-ce que vous savez un peu comment se développe le voguing en France? Est-ce que vous avez une idée des échos? Alors oui, d'après ce que j'en sais, c'est une scène qui est très active, qui est très très vivante. Et après New York, on a tendance à dire que la plus grande scène, c'est Paris. Ah oui. Ouais. Et qui s'intéresse justement au voguing en règle générale en France? Est-ce que vous savez aussi J'imagine les mêmes communautés, à savoir les communautés LGBT, noires et latinx. Un des grands noms de la scène française, c'est Kiddy Smile, qui sera d'ailleurs le DJ de notre ball. Et puis, voilà, plein d'autres, comme Lacindra Ninja. Merci. Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet? Oui, www.institutsuédois.fr. Merci beaucoup. Alors, c'est une exposition vraiment à aller voir. C'est entrée libre. C'est donc jusqu'au 14 février 2021 à l'Institut suédois, 11 rue Payenne, 75 003 Paris, métro Saint-Paul. En attendant, compte tenu de la situation sanitaire, www.institutsuédois.fr. Merci Marion Luchon. Merci beaucoup. À très bientôt. On va prendre une photo avec vous.
On poursuit ce rendez-vous à mon micro podcast, l'émission qui se prend au mot avec Annabelle pour Art Pluriel. La petite dernière, c'est l'histoire de Fatima Da'As, qui est par ailleurs le pseudo de l'autrice. Un roman ? Autofiction ? Peut-être. Partons ensemble à la découverte du personnage Fatima au travers de lectures d'extraits et de subtilités glissées tout au long des 187 pages. Née en banlieue parisienne, dans une famille modeste de confession musulmane, Fatima est la dernière d'une fratrie de 3 sœurs. La narratrice nous invite à un voyage dans son univers qui est aussi celui des siens. Ahmed, le père, à la fois présent et absent. Il est comme il a été élevé, dans la reproduction d'un schéma familial subi. Kamar, sa mère, une femme sacrifiée qui a fait passer ses filles en premier. Kamar, une femme aimante, pleine de sagesse, et souveraine en son royaume, sa cuisine. Extrait. Ma mère propose pour la première fois de m'apprendre à cuisiner des madeleines, pour en faire à celui que j'aime. Gagna steb el madeleine. Tout le monde aime les madeleines. Je pense aussi fort qu'elle que tout le monde aime les madeleines, surtout celles de ma mère, mais je ne lui dis pas. Je préfère lui demander naïvement. Mais si on aime quelqu'un qui ne nous aime pas, on lui fait quand même des madeleines ? On n'aime pas les gens parce qu'ils nous aiment en retour. On les aime, c'est tout. La petite dernière, un roman aux allures de journal intime, celui de Fatima, comme la fille cadette du prophète Mahomet. Un nom auquel il faut rendre honneur, un nom qu'il ne faut pas salir, comme on dit chez moi, répète Fatima à plusieurs reprises au cours du roman. À l'exception de 2 chapitres très symboliques, dont je laisse le secret aux futures lectrices et lecteurs, tous les chapitres démarrent par « Je m'appelle Fatima » ou « Je m'appelle Fatima Da'As », une figure de style pour souligner les alternances du récit entre présent et passé de l'héroïne. D'ailleurs, ses sœurs sont nées en Algérie, sauf elle. Ses sœurs parlent l'arabe, sauf elle. Extrait. Parfois, quand je parle algérien, on me comprend mal, ou pas du tout. Alors on demande à ma mère « Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ?» Je ne veux pas que ma mère serve de médiation entre ma famille et moi. Je ne veux pas qu'elle me traduise à eux. Je ne veux pas être étrangère. Et puis, comme l'auteur, Fatima, la narratrice, est aussi asthmatique. Elle apprend à vivre avec le souffle court. La lecture respire ce tempo, marqué par des phrases courtes et rythmées. L'autrice mêle aussi homosexualité et foi. Elle se joue également à écrire en différentes langues, français, arabe, anglais, pour surligner l'apport identitaire de chacune et ce qui fait sa différence. Fatima doit prouver sa valeur, partout, tout le temps, même dans les lieux élitistes. En classe préparatoire, par exemple, Fatima se fait humilier par son professeur d'espagnol. Extrait du dialogue entre Fatima et l'enseignant insinuant qu'elle n'est pas à sa place. « Ok, très bien. Qui vous a aidé ?» Je commençais à fatiguer, mais j'ai quand même répondu. « J'adore l'espagnol. J'avais 18 de moyenne l'année dernière et j'ai eu 16 au bac. » Puis j'ai réalisé que prouver, démontrer, me rendre légitime, montrer ce que je valais, n'était pas le lot des autres élèves qui étaient à l'intérieur, au chaud. Personne n'avait argumenté pendant 10 minutes en t-shirt dans le froid pour prouver qu'il avait bien mérité un 17 sur 20. Un mois plus tard, j'ai arrêté la prépa. Je ne suis pas allée en médecine. Je n'ai pas intégré Sciences Po. J'ai écrit. La petite dernière traite également des interrogations de Fatima sur l'amour, lesbienne, polyamoureuse, monogame. Elle apprend ce qu'est l'amour grâce aux femmes, notamment avec son amie, Rokia, extrait. Tu es amoureuse. Tu es tombée amoureuse de quelqu'un qui porte un fardeau. Ce n'est pas une mauvaise fille, Nina. Ce n'est peut-être pas le moment. Je pense qu'elle a peur. Elle a peur que ça se passe bien. Elle te craint. Alors elle s'invente des histoires pour pas te faire confiance. Ça la rassure. Elle te pousse à aller vivre d'autres histoires. Et c'est violent pour toi. Je sais que tu détestes parler de mérite, mais tu mérites qu'on t'aime et qu'on te donne énormément en retour. Et même si tu fais la meuf, sûre de soi, tout le temps genre inatteignable, détachée, qui ne souffre pas, moi je sais que c'est violent pour toi. Nina, elle ne t'a pas donné assez, mais elle t'a offert sa fragilité. Et c'est ça, la confiance, Fatima. Et là, la fin du récit approche. Le style littéraire s'affine, mûrit, comme pour dessiner les complexités et les acceptations de Fatima. Garçon manqué dans un corps de femme, algérienne, française, lesbienne et musulmane pécheresse, qui s'affirme femme, autrice, lesbienne, algérienne, française. La petite dernière, de Fatima Da'As, est aux éditions Noir sur Blanc, et pourquoi pas une idée cadeau à rajouter au pied du sapin. Quel cadeau, merci en tout cas pour ce cadeau ce soir et cette découverte, je ne connaissais pas. Des personnes autour de cette table connaissaient ? Oui, il fait partie de ma liste de lecture, et là il va passer au-dessus de la liste. Merci Annabelle. Merci Annabelle pour cette découverte. Tiens, je le lirai bien ce livre, vraiment. Tu pourrais me le mettre au pied de mon sapin ? Ah ben je vais le commander au Père Noël. Merci.
Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner avec une chronique art. Nous avons donc Éric Brulin par téléphone. Bonsoir Éric. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. Alors malgré... Bravo Annabelle pour ta très belle lecture, c'est magnifique. Ah ouais. Merci. Merci vraiment d'être là Éric. Alors pour cette période de confinement qui nous empêche toujours de nous rendre dans les musées, tu nous proposes de continuer à voyager dans le monde de l'art LGBT, n'est-ce pas ? Exactement, bien sûr. Alors évidemment, rien ne remplace le plaisir de se retrouver face à une œuvre pour bien observer comment la lumière joue avec elle, comment les textures vibrent et puis aussi et surtout comment nous on ressent cette œuvre de manière très intuitive, si elle nous saisit ou pas, si elle nous parle ou pas. Et évidemment, on n'a pas cette occasion aujourd'hui, donc on a quand même la chance de pouvoir aller sur Internet, consulter de très belles illustrations et très belles ressources. Et j'espère que en faisant ça, ça va vous donner envie aussi d'aller un peu plus tard, dès que les musées seront rouverts, d'aller vous confronter aux œuvres pour les regarder et vibrer avec elles. Dans ta chronique Guédard, tu vas donc nous parler d'un peintre grec. Exactement. On va parler aujourd'hui de Yannis Starouchis, qui est un peintre homosexuel grec. Il est né en 1910, meurt en 1989 à Athènes. Et alors, au-delà du fait qu'il soit un peintre très intéressant, qui a complètement sa place dans notre chronique Guédard, j'aime aussi beaucoup l'idée d'aller explorer des territoires qu'on n'a pas forcément l'habitude d'explorer, d'aller voir des pays où on ne va pas aussi si spontanément qu'aux États-Unis, en France. Bref, sortir un peu des sentiers battus de l'art. Et la Grèce, elle a produit un très grand nombre d'artistes de valeur et de renom tout au long de son histoire, évidemment. Alors, on pense forcément à la sculpture antique. Quand on pense à la Grèce, on pense à ses corps masculins, magnifiques, etc. Dans les arts visuels modernes, Starouchis, c'est un artiste, c'est probablement l'artiste LGBT le plus connu, aux côtés de Phasianos, qui est un autre artiste grec qui a aussi atteint une renommée internationale. Alors, Starouchis, c'est un vrai peintre de son époque. Il a suivi les grands courants, comme le cubisme, par exemple. Il a aussi parfois peint un peu à la manière d'eux, c'est-à-dire qu'on retrouvait parfois des choses qui faisaient penser un peu à Cézanne, à Picasso. Il s'est dit lui-même fortement inspiré par Matisse. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont ces portraits d'hommes et de marins. Des portraits le plus souvent qui sont réalisés en intérieur. Et finalement, ça pourrait faire de lui une sorte de peintre de confinement. Alors, il a tout à fait donc sa place dans notre émission. Peux-tu nous en dire un peu plus sur son travail, Eric ? Avec plaisir, oui. Alors, l'œuvre de Starouchis, elle mériterait d'être davantage connue, je trouve, et davantage montrée aussi. Parce que, pour que vous vous rendiez compte, je vais vous donner un peu un exemple de ce qu'il peint. Alors, tout d'abord, je vous propose d'imaginer un format de tableau rectangulaire, d'environ 1 mètre sur 80 cm, et dessus est représenté un marin d'une vingtaine d'années. Il est assis à une table, il vous regarde droit dans les yeux. Il tient un livre ouvert sur la table, à côté, il y a une tasse à café et un verre d'eau. Il porte un costume typique de marin, blanc, bleu, qui se détache sur le fond ocre de la toile. On imagine qu'il est dans un café. Les tonalités sont douces, presque sourdes, et la lumière qui arrive face à lui interdit toute ombre. Il y a quelque chose de très grec dans cette représentation, avec le café, le verre d'eau, tel qu'on le retrouve quand on va en Grèce, et puis le blanc et le bleu du costume qui font penser évidemment aux couleurs des Cyclades, mais aussi aux couleurs du drapeau grec. L'homme, il est presque impassible. Il semble comme saisi, comme si on l'avait pris en photo, c'était comme si c'était un instantané. On ne sait rien de son passé, on ne sait pas ce qu'il attend, il est juste là, il est cueilli, comme en plein cœur d'un moment solitaire, celui de la lecture, comme s'il venait soudain d'être ramené de son voyage mental. Le contraste des couleurs nous amène vers son visage. C'est le visage qu'on va regarder vraiment avec attention. Et il apparaît comme une sorte d'icône. Pas une icône religieuse, non, une icône toute simple. Une représentation qu'on a presque envie d'idolâtrer, en fait. Et d'ailleurs, Starouchis avait déclaré que ce qu'il cherchait, quand il peignait, c'était de peindre des sujets religieux et mythologiques, mais avec des figures et des costumes contemporains, parce que c'est des figures et des costumes qu'il avait rencontrés dans sa propre vie. D'ailleurs, le marin, le militaire, ce sont des sujets qu'on retrouve souvent dans son œuvre. On va retrouver aussi souvent des anges masculins. On dit que les anges n'ont pas de sexe, chez Starouchis, ils en ont un. Et ils sont souvent surpris, eux aussi, dans des attitudes un peu solitaires, presque méditatives, ou parfois même occupés à des activités mystérieuses. Donc, Starouchis, il a représenté beaucoup de nus masculins, ou bien des scènes de groupe entre hommes, qui sans pour autant être des scènes purement sexuelles, ou dans lesquelles on sent une tension sexuelle, sont plutôt des scènes d'intimité masculine, de virilité, dans lesquelles certains protagonistes vont être nus et d'autres habillés,
ou en short ou en sous-vêtements. Alors, évidemment, nous, on projette des choses sur ces images. On ne peut pas s'empêcher d'imaginer que ces hommes qui sont réunis sur la toile, ils formaient un couple avant, ou sont des amants de passage. Mais il n'y a rien qui le confirme vraiment. Et puis, il y a évidemment de très belles toiles de rêveurs, éveillés ou endormis, dont les songes sont peuplés de beaux anges qui semblent veiller sur leur sommeil, ou peut-être être le fruit de leur fantasme. Ça, on ne sait pas, c'est un peu à nous d'en décider. Ouais. Alors, quel a été son parcours et comment en était-il arrivé à peindre ce type de sujet? Alors déjà, c'est un peintre qui a grandi dans une famille plutôt aisée, une famille qui aimait beaucoup la France, et il a étudié aux Beaux-Arts d'Athènes entre 1929 et 1935, dans un atelier où il a appris la peinture byzantine et l'art de l'icône, donc un art presque religieux. D'ailleurs, ça se sent, comme je vous l'ai dit, dans son œuvre ultérieure, parce que ces modèles sont souvent représentés comme des icônes, même si ce n'est pas une palette aussi dorée que celle qu'on voit dans les églises grecques notamment, mais l'emploi d'une couche de marron en dessous de la peinture qui va ensuite étaler crée une tonalité un peu mate qui fait vraiment penser à des icônes. Il a aussi étudié l'architecture, les costumes populaires, et donc ça on le voit beaucoup dans sa façon de peindre les marins, les soldats. Et puis, c'est vraiment devenu, au fil de l'eau, un artisan du retour artistique de la Grèce, de l'esprit de la Grèce, une Grèce contemporaine, pas la Grèce antique, une Grèce qui pourrait être fière de se forger sa propre identité, une identité moderne, mais sans tomber dans le nationalisme. C'était vraiment quelque chose d'important pour lui, et parce qu'il voyait vraiment la Grèce comme un pays à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident, et il voyait d'ailleurs aussi sa peinture un peu de la même manière, à mi-chemin entre le dessin et la couleur. Ensuite, à partir de 1935-36, il est parti à Istanbul, puis à Paris, en Italie. Il a voyagé, il s'est initié à l'art de la Renaissance, à l'impressionnisme. Il s'est un peu frotté à ses contemporains. Il a rencontré des grands noms comme Giacometti, Matisse. Et puis, il est rentré en Grèce après, et c'est là qu'il a commencé à exposer. Malheureusement pour lui, en 1940, il a dû évidemment s'interrompre, parce qu'il a été appelé à combattre dans la guerre contre les Italiens, qui étaient ceux qui assaillaient la Grèce à ce moment-là. Ça a été une pause qui finalement a été une source d'inspiration, puisqu'on le voit après, il a retiré beaucoup d'images de cette période, beaucoup d'images de marins encore et de militaires. Et c'est cette virilité militaire qui l'a beaucoup marqué. En 1951, il commence à s'exporter avec des expositions à Paris, à Londres. En 1958, il fait la Biennale de Venise. C'est vraiment un moment extrêmement important. Puis à partir de 1967, il va déménager à Paris, une ville qui lui plaît énormément, mais c'est aussi un moyen pour lui de fuir la dictature qui s'installe en Grèce, qui va durer pendant 7 ans. En France, il a un grand succès, et notamment en 1980, il y a une grande exposition personnelle qui lui est réservée, organisée pour lui au Grand Palais. Donc c'est vraiment un artiste qui a eu un écho très fort en France. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il a aussi travaillé pour le théâtre national, l'opéra, alors des scènes en Grèce, mais aussi le Covent Garden à Londres, ou le Théâtre national populaire à Paris. Donc vraiment un artiste assez complet. Alors ces œuvres dont tu nous as parlé et décrit ont dû quand même choquer à l'époque, non? Alors oui, bien sûr. Même si la plupart de ces œuvres ne sont pas ouvertement homosexuelles, il n'y a pas de sexualité en tant que telle dedans, elles rentrent dans l'intimité masculine. On voit la virilité vraiment à nu, et puis il y a une camaraderie qui est quand même un peu chargée d'un trouble sensuel au sein de l'armée ou de la marine. Et évidemment, ça a soulevé des protestations. Alors d'ailleurs, il a une œuvre qui s'appelle « Marin assis et nu couché ». Donc pour vous la décrire en 2 mots, c'est, vous voyez un homme qui est nu, allongé sur un lit, et à côté de lui, il y a un marin, habillé en marin. Et évidemment, la juxtaposition des deux, elle interpelle. C'est un tableau qui date de 1948. Et il a été retiré du Palais des Expositions du Centre d'Athènes le dernier jour d'exposition. Parce que la police le trouvait injurieux à l'attention des forces armées grecques. Et le peintre lui-même, l'artiste, avait déclaré « Si on ne l'avait pas décroché, la police nationale ou la police maritime serait venue et aurait tout cassé. » Alors, compte tenu de ce que tu nous as dit de son travail, est-ce qu'il était impliqué aussi dans la communauté gay ou engagé pour les droits LGBT? Alors, c'est assez difficile, effectivement, de parler de droits LGBT dans les années 30, que ce soit en Grèce ou ailleurs, d'ailleurs. Mais en revanche, on peut dire qu'à cette époque-là, en Grèce, il y a une petite communauté homosexuelle qui est composée d'autres peintres et aussi de musiciens. Alors, il y a ceux qui s'intéressent le plus à la musique un peu contemporaine auront peut-être entendu parler de Hatzidakis, mais il y a des peintres, des poètes qui vivent ouvertement leur homosexualité, vraiment très ouvertement, jusque dans les années 60.
Il faut savoir que Athènes, bon, voilà, c'est une ville portuaire, et donc elle accueillait pas mal de lieux un peu underground, des lieux dans lesquels on retrouvait des marins de passage, des ouvriers, des chômeurs, quelques mauvais garçons qui se retrouvaient pour pratiquer un peu cet amour libre, fumer du hashish, chanter des chants traditionnels, danser des danses traditionnelles grecques. Et il y avait même au sein de cette communauté une langue propre qui s'appelle la Kaliarda, qui avait été développée pour pouvoir échanger secrètement entre eux et du coup échapper un peu à la police. Alors en fait, on retrouve en revanche peu de choses sur la vie privée de Tsarouchi. C'est assez étonnant. On ne sait pas de qui il a été l'amant, on ne sait pas s'il a couché avec certains de ses modèles ou s'il a été dans des relations avec d'autres artistes homosexuels de son époque. Ça, c'est vraiment un mystère. Et même la biographie qui est mise en ligne par sa fondation à Athènes, elle se centre assez pudiquement sur son travail artistique et elle n'aborde pas du tout son homosexualité et pas du tout ses amours. Donc il y a encore du boulot. Ouais. Il y a du boulot. Alors justement, nous, on peut se rendre compte de tout ça, où on peut aller voir son travail. Dis-nous tout, Eric. Alors évidemment, le rêve, ce serait de pouvoir sauter dans un avion, aller à Athènes, puis en banlieue d'Athènes, visiter cette belle maison à Maroussi, dans laquelle il habitait, qui est maintenant devenu son musée. Mais évidemment, c'est pas très facile de le faire. Donc, il y a d'autres moyens. Il y a beaucoup de ressources qui le montrent sur Internet. Et vous constaterez que quand on a vu une de ses œuvres, eh bien, on devient assez vite capable après de le reconnaître parce que son style, il est très personnel, un petit peu comme le style d'un Cocteau ou de Pierre et Gilles. On arrive vite à se dire, tiens, ça, c'est Tsarouchi. Alors, Tsarouchi, ça s'écrit T-S-A-R-O-U. CHIS. Oui. Et si vous allez sur Instagram, sur mon profil, vous verrez quelques photos de ces œuvres que j'ai postées ce matin. Et puis sur Internet, il y a effectivement beaucoup de choses. Et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande un très beau texte qui a été rédigé par Olivier Delorme dans la revue Polychrome, où il parle vraiment de toute cette époque et où il parle vraiment aussi avec beaucoup plus de détails encore de cet artiste, qui est un artiste vraiment atypique et très intéressant. Merci Eric, mais tu sais, j'ai une idée, tu nous as brillamment parlé et fait cette chronique, vraiment, moi j'ai beaucoup appris. Tu pourrais organiser un voyage où on pourrait partir toute l'équipe au micro l'été prochain en Grèce. Qu'est-ce que tu en penses? Ça ferait plaisir, ça serait sympa. Merci, merci à vous. Bonne fin d'année à toi et à très vite en début d'année pour une grande aventure et de prochains moments avec toi. Avec un grand plaisir, et puis j'espère qu'on va pouvoir tous se retrouver vraiment ensemble vraiment bientôt. Effectivement, vraiment. Merci, on t'embrasse. Salut Eric. Bonne fin d'émission. Au revoir. Au revoir. On se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite après George Michael. C'est Mary J. Blige. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as honest, born as new, you know what I say is true, that I'll be loving you always. Sunset.
the love of me I left behind. And I'll be loving you. Loving you until the rainbow burns the stars out in the sky. I'll be loving you until the ocean covers every mountain high. Loving you until the dolphins fly and perish in the sea. Loving you until the dream of life and life becomes a dream. Now ain't that loving you? Yeah. Now ain't that loving you? Yeah. I'll be loving you forever. I'll be love, love, Jesus, I'll be love. Always, oh, yeah. Always, the stars out of the sky. Always, till the ocean covers every mountain high. Always, until the day that everything changes. I'll be loved. I'll be Et on poursuit au mot micro avec Nicolas Rividi pour le plus de l'actu, alors que la situation sociale se tend en France et dans de nombreux pays occidentaux et que le Covid occupe une bonne partie de l'espace médiatique et politique. On va parler d'un sujet Connexe. connexe mais peu abordé, le romantisme guerrier. C'est quoi ça ? Alors, si je retiens une chose des années qui viennent de s'écouler, c'est à quel point la rhétorique guerrière s'est emparée de nos esprits et de nos discours, à quel point la guerre elle-même est présentée comme inéluctable, à quel point elle est appelée et à quel point elle est glorifiée comme un recours à nos malheurs, un recours évidemment trompeur. C'est qu'à la complexité du monde répond souvent une logique très animale de repli, de défense ou d'attaque, qui interroge la part de nous-mêmes dont on a de cesse d'essayer de se départir. C'est dans cet instable que se trouve la corde sensible qui nous incite à voir dans la violence une issue, la seule issue en fait. Car à moins d'être complètement idiot, ce qui, dans certains cas, n'est pas à exclure, personne ne veut réellement être confronté à la guerre. L'histoire nous renseigne de la meilleure des façons à ce sujet, la guerre c'est la mort, et pas qu'un peu, d'autant que le temps des affrontements entre quelques hommes d'armes dans des terres lointaines est révolu, et que la guerre moderne n'a de chirurgical que le nom, puisqu'elle atteint civils comme militaires. Pourtant, de Macron aux Gilets jaunes, en passant par l'ensemble du spectre politique, comme réponse aux moindres sujets, et le Covid en particulier ces temps-ci, le champ lexical de la guerre est souvent présent dans une bouillie verbale qui dit tout du fantasme à l'œuvre. L'éventualité de la guerre est paradoxalement une valeur refuge, quelque chose d'immuable auquel certains se raccrochent. C'est aussi un élément de repère entre le bien et le mal, bref, l'irruption de la morale la plus basse à l'heure du trouble. Plus que sur la peur, c'est sur la fascination que l'on joue ici. Mais d'où peut donc provenir réellement cette fascination martiale et morbide ? J'imagine que si la réponse était si simple, je n'aurais pas à poser la question, et que dans ces conditions, la guerre pourrait même n'être qu'un lointain souvenir. J'avancerai alors l'hypothèse d'un rapport perturbé à la fiction. Soyons clairs, que les humains aient envie de se mettre sur la gueule pour résoudre des problèmes que le temps finit toujours par admettre comme mineurs, ce n'est pas une nouveauté. En revanche, la motivation pour le faire a pu évoluer au cours du temps. En général, la fiction met en scène des événements dont on n'a aucune envie qu'ils se produisent, a fortiori s'ils nous impliquaient. Tout cela nous passionne, mais nous effraie aussi, et c'est là qu'est, entre autres, l'intérêt. Depuis près de 70 ans, les puissances occidentales n'ont pas connu de conflits armés sur leur sol. Il y a eu bien sûr des luttes armées sporadiques du terrorisme, mais rien qui s'approche, dans sa caractérisation du moins, d'un conflit entre États avec une implication forte de la population malgré elle. À ce cumul d'années de paix répondent les vestiges de la guerre qui s'éteignent dans le flot de la pensée. Ces souvenirs traumatisants qui sont finalement aussi fragiles que des dessins sur le sable s'effaçant au ressac. L'amnésie incontournable n'est pas totale, en effet, ne reste de la guerre que les exploits, les faits d'armes, les gloires permanentes ou éphémères, supplantent les larmes et la douleur. Le sang sèche vite sur les plastrons victorieux et, de ce retournement de l'histoire au bénéfice des survivants, s'échappe un parfum amer d'héroïsme et de romantisme. Viennent alors les temps des récits, comme avant eux, les temps des chansons de gestes. Notre génération,
qui, avec celle de nos parents, n'a jamais connu la guerre, s'est retrouvée bercée par les récits de guerre. Histoire haletante de héros virils, entrecoupés trop rarement par des récits d'horreur. Cette fantasmagorie n'est pas neutre. On voit par exemple aux États-Unis comment le cinéma a créé un imaginaire dans lequel les armes font partie intégrante de la vie quotidienne. Ceci étant posé, il serait simpliste de faire porter à la fiction la seule responsabilité de la situation. Ce serait omettre l'incapacité de nombre de nos congénères à différencier convenablement la fiction de la réalité. Alors, par rapport au contexte actuel en France, on constate que la fiction martiale s'est emparée de la réalité. Le fantasme de guerre est partout, porté par une partie de la bourgeoisie biberonnée au récit héroïque. Qu'ils enfilent un gilet jaune, s'habillent en noir des pieds à la tête, portent l'écusson du maintien de l'ordre, défilent en commande-car le 14 juillet, coucou Manu, s'excitent devant Hold Up, t'expliquent que les Illuminati je ne sais quoi, tout cela correspond à une incapacité flagrante à se départir de la fiction, c'est-à-dire à camper des personnages que nous ne sommes pas. Macron n'est pas un chef de guerre, ni les Black Blocs des héros de la Révolution. Les complotistes qui se grattent les couilles ou la chatte pendant des heures devant YouTube ne sont pas des justiciers d'Hollywood. Les flics, tout armés qu'ils soient, ne sont pas des super soldats en mission. Les politiques en rate de public, je vous rappelle qu'ils se grattent l'entrejambe devant YouTube, qui parlent matin, midi et soir de guerre civile, ne sont pas les lanceurs d'alerte pacifistes des épopées fantastiques. Ces générations qui n'ont pas connu la guerre se l'inventent. Ils le font parce que c'est sans risque ou presque. Ils fermeraient sans doute bien gentiment leur gueule si d'aventure le malheur nous frappait à nouveau. Mais dans l'immédiat, ils se prennent à rêver d'être les héros de leur story Instagram. On joue à la guerre et c'est terrible. Et alors, et le plus de l'actu ce soir, Nicolas ? Eh bien, un maître Jedi bien connu a dit « Personne par la guerre ne devient grand ». On pourra me reprocher la mièvrerie du propos, il l'est, mais il a le mérite de poser l'idée que l'héroïsme est ailleurs et le romantisme aussi. Je refuse de laisser aux belliqueux de tout poil l'opportunité de dessiner pour nous un monde irrespirable. Il faut fuir la guerre comme la peste en son temps, la fuir et le dire. Nous devons être des déserteurs et plus seulement des soldats au repos. Merci. Un tour de table peut-être avec ce que vous venez d'entendre Eh ben moi, je t'écoute toujours Valérie. avec grand intérêt. C'est pas facile de manier l'actualité, la politique et je dirais philosophie aussi politique. Et ton recul et ta vivacité sur les mots m'interpellent toujours et merci. Merci en tout cas pour cette chronique toujours un peu, on va dire, révolutionnaire, non ? Oh, je suis pas du tout révolutionnaire, hein, tu sais. Je rentre, je m'assois dans mon canapé, j'allume la télé, franchement. Est-ce que tu te grattes ? Je me gratte oui aussi, oui. Merci. Valérie, tu gardes la parole pour un peu de poésie. Eh bien voilà, aujourd'hui j'écris le nom d'Adrienne Monnier. Notre immortelle est née en 1892. Oui, cette femme audacieuse, travailleuse, passionnée et acharnée, notre héroïne lesbienne est la sainte patronne des libraires. Notre éternel libraire en Odéonie. L'Odéonie, écrira Maurice Martin du Gard, c'est une petite île où tout se passe. Adrienne en est la créatrice. En voici les circonstances détaillées dans ses mémoires. Mon bonheur est né d'un malheur. En effet, son père est victime d'un accident. À l'occasion, il toucha une indemnité qu'il me donna pour que je puisse fonder une librairie. Car je rêvais d'une librairie. Rive gauche, j'ouvris ma boutique, 7 rue de l'Odéon, le 15 novembre 1915. Mes parents firent la sage folie de me confier le peu d'argent qu'ils avaient et qu'ils n'eussent jamais eu. À 23 ans, lorsqu'elle donne naissance à la Maison des Amis des Livres, écoutez bien. Maison, amis, livres. Adrienne l'explique. J'étais élève libraire à ma propre école. J'exerçais depuis 2 ans dans un métier dont je ne savais pas grand-chose, sauf l'ivresse de causer avec des gens qui aimaient les livres que j'aimais. J'aimais les livres, voilà tout. Et le métier de libraire allait me permettre d'en couvrir les murs. Je pourrais me plonger dans l'océan de la connaissance. Nous avons fondé la Maison des Amis des Livres avec foi. Chacun de ces détails nous semble correspondre à un sentiment, une pensée. Une boutique nous paraît une véritable chambre magique. Elle veut permettre au plus grand nombre l'accès à la littérature contemporaine grâce à un système de bibliothèque de prêt. Imaginez l'ambiance. Inutile de citer tous les noms. Oui, vous les connaissez. Ce sont les grands écrivains de l'entre-deux-guerres.
C'est un fourmillement et se croisent étudiants fauchés, jeunes écrivains, maîtres reconnus de tous horizons. Les rencontres se tissent. La maison devient un espace de vie culturelle, lecture inédite, musique par exemple. Satie joue de la musique, Cocteau anime la soirée, Breton lit fébrile, en tête-à-tête le début tout frais de Chants magnétiques. La grande rencontre amoureuse de la vie d'Adrienne, ce sera l'américaine Sylvia Beach. Sylvia, après leur rencontre, ouvre une librairie en novembre 1917. Elle se nomme Shakespeare & Company. D'abord 8 rue du Puy-Traîne, 2 ans plus tard, elle déménage 12 rue de l'Odéon et devinez, c'est en face la librairie d'Adrienne. La librairie est fondée sur le même principe que celle d'Adrienne et les deux femmes ne se quitteront jamais. Passage obligé aussi, donc, de tous les anglophones, c'est un bouillonnement littéraire en Odéonie. Les deux femmes partagent l'amour des livres et donneront naissance à Ulysse de James Joyce, publié avec l'audace de Sylvia en 1922, alors que l'ouvrage est frappé d'interdiction aux États-Unis. Et en 1929, la version française voit le jour publiée par Adrienne. Durant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, la librairie a 25 ans. Elle sert de refuge à ceux qui sont poursuivis par les nazis. La maison sera ouverte 36 ans, de 1915 à 1951. Saluons l'excellent travail de recherche de Laure Murat, édité sous le titre Passage de l'Odéon. Et pour conclure, Adrienne avait écrit à Jules Romain après l'ouverture de sa librairie. Il y a aux 7 rue de l'Odéon une librairie qui aime vos œuvres. Et il écrira après sa mort survenue en 1955. Elle était mystérieuse comme tout le monde, selon la parole de Maeterlinck, mais sensiblement plus que tout le monde. Merci Valérie. Tu souhaitais prendre la parole, Annabelle. Pourquoi le livre a été interdit aux USA ? Alors, Ulysse, c'est la vie d'un homme pendant 24 heures et il y a des passages qui pouvaient évoquer notamment l'homosexualité sous-jacente et puis d'autres choses. Et c'est aux périodes où les États-Unis, il y a un certain puritanisme. Ouais. Donc effectivement, et lorsqu'il a été publié par Sylvia, lorsque des exemplaires étaient acheminés aux États-Unis, cachés avec d'autres couvertures, certains ont été saisis et brûlés. Mais par contre, ça a été publié en France. Alors, en France, on n'a pas vu la subtilité ou... En France, c'est quand même davantage le pays de la liberté par rapport à la liberté d'expression. Ouais. Et il n'y avait rien d'outrageant non plus. On en a vu d'autres. Merci pour cette chronique, Valérie. Et tu vas donc céder la parole à notre ami Thomas Cassa pour sa chronique Un mal pour un bien. C'est vrai qu'en ce moment, on est préoccupé. On se pose un certain nombre de questions autour du Covid. Thomas va nous éclairer. On entend souvent dire que c'est inutile de continuer à se faire vacciner contre des maladies qui ont disparu. Thomas. Alors, à part la variole éradiquée en 80, vous en connaissez beaucoup autour de la table des maladies qui ont disparu ? Eh bien non, aucune, car à part la variole il y a 40 ans, aucune autre maladie n'a jamais complètement disparu. Dès qu'on se relâche, certaines maladies considérées à tort comme oubliées émergent à nouveau et reviennent sur le devant de la scène, à l'image de la coqueluche qui émane ça et là dans certaines villes ou régions d'Europe. On peut aussi citer la diphtérie en Russie ou encore la poliomyélite. Avec la facilité que l'on a à se déplacer, bon, peut-être pas en ce moment, encore on est un petit peu confiné, les virus et les bactéries circulent dans notre monde et peuvent faire ressurgir des maladies qui sont de l'autre côté de la Terre. Alors, autre idée reçue, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans un vaccin. Ça, je l'ai entendu, on l'a entendu. Les vaccins sont les médicaments les plus contrôlés et vérifiés au monde, en incluant les médicaments dérivés du sang et les poches de sang pour transfusion. Le process de fabrication des vaccins est aussi poussé que leur protocole de contrôle. Petite devinette autour de la table sur le temps complet de fabrication d'un vaccin. Combien de temps en pourcentage est consacré au contrôle, à votre avis ? Quel est le temps en pourcentage consacré au contrôle ? Moi, je ne sais pas, 80%. On est dans ces eaux-là. 70% exactement. 70% du temps de production du vaccin est consacré au contrôle. Est-ce que vous en connaissez beaucoup d'autres entreprises qui passent presque les 3/4 de leur temps à contrôler ? Moi, non. Alors, qu'en est-il exactement aussi des sels d'aluminium contenus dans des vaccins ? On entend souvent, par exemple, parler de ces toxines, dis-nous. Alors, on a deux manières d'ingérer l'aluminium, déjà, par la vaccination ou par l'alimentation.
car naturellement, bon nombre de denrées alimentaires contiennent de l'aluminium. Grosso modo, au cours d'une vie, en moyenne, on consomme 330 mg d'aluminium. 330. J'ai additionné, si l'on fait tous les vaccins du calendrier vaccinal, tous, on arrive à 0,004 mg. On ingère donc 82 000 fois plus d'aluminium par l'assiette que par l'aiguille. Ouais. Cette dose infinitésimale de 0,004 mg a fait d'ailleurs l'objet de dizaines d'études internationales et d'une innocuité la plus folle. Pour certaines maladies, c'est plus risqué, par exemple, de se faire vacciner que de tomber malade, comme par exemple la grippe. Alors, aucun médicament tel qu'il soit n'est dénué d'effets indésirables potentiels. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils ne sont pas vendus en épicerie par une caissière ou un caissier, mais en officine par un pharmacien qui, de surcroît, n'a pas un doctorat en caisse rapide, mais un doctorat en pharmacie. Et à l'image de tous les médicaments, les vaccins présentent une balance bénéfice-risque favorable. Il est ainsi beaucoup plus probable de souffrir d'une maladie que de son vaccin. Au lieu de se répéter « Tiens, qu'est-ce que je risque à me faire vacciner ?» demandez-vous plutôt « Qu'est-ce que j'encours si je ne suis pas vacciné ?» Vous verrez la situation d'un autre œil. Alors, qu'en pensez-vous aussi ce que disent la plupart, que les vaccins sont là pour engraisser les laboratoires? Alors, j'aime pas trop parler fric. J'aime pas trop parler fric, mais parlons-en. Alors, un vaccin préventif rapportera beaucoup moins d'argent aux industriels et autres intermédiaires qu'un médicament curatif. On va prendre le cas de l'hépatite B, par exemple. Classiquement, le schéma vaccinal de l'hépatite B comporte 3 injections, soit 3 doses vaccinales. Au moment où je vous parle, son coût unitaire est environ 19 €. Ça fait donc 57 € au total. 57 € et cette personne n'aura jamais l'hépatite B. A contrario, un des médicaments utilisés chez l'adulte à titre curatif contre l'hépatite B s'appelle Baraclude. Il se prend à vie et son coût mensuel est de 156 € environ. Si j'arrondis, à peine un tiers du coût mensuel du traitement contre l'hépatite B couvre le schéma vaccinal complet classique contre l'hépatite B. Oui. Alors, par rapport aux effets secondaires, beaucoup de questions se posent aussi dans ce domaine. Alors, la majorité des effets secondaires qui peuvent survenir sont bénins. Les effets indésirables graves sont extrêmement rares. Néanmoins, il est vrai que les vaccins peuvent provoquer des effets secondaires transitoires, comme une douleur au point de l'injection, voire un bleu que l'on appelle hématome. Les vaccins peuvent également développer une légère fièvre, gage d'ailleurs de l'efficacité du vaccin, qui prouve que le système immunitaire réagit. Seul le vaccin contre la grippe augmente de 1 cas pour 1 million la survenue d'un syndrome appelé syndrome de Guillain-Barré. Mais la grippe elle-même est un facteur de risque et augmente elle aussi de 1 cas pour 1 million la survenue de ce même symptôme. Encore une fois, les effets secondaires sont majoritairement bénins et transitoires. Alors Thomas, les vaccins recommandés ne sont pas importants. Il faut se limiter donc aux vaccins obligatoires? C'est une terminologie trompeuse, Brahim. Bien qu'ils ne soient pas obligatoires, les vaccins recommandés sont tout aussi importants et nécessaires car ils peuvent nous prémunir de maladies potentiellement graves et mortelles comme la méningite B par exemple ou encore certains cancers comme le cancer du col de l'utérus, les condylomes invasifs ou les cancers anaux chez les jeunes gays. Oui. Si on peut éviter de se choper des condylomes invasifs, pourquoi s'en priver? Alors, et les vaccins donc, contre le Covid-19 peuvent inoculer la maladie? Aucunement, les vaccins contre la grippe ou la Covid-19 ne contiennent que des fragments de virus dénués de pathogénicité et ne peuvent inoculer de maladie. De façon imagée, c'est comme si l'on diffusait un portrait robot de criminel à Interpol. Le portrait robot en lui-même est inoffensif, mais il permet à l'ensemble des agents d'être informés et de se tenir prêts à intervenir s'ils le rencontrent. Quant au vaccin contre la Covid-19, il fait partie des vaccins dits à ARN. Ici, on inocule aux patients une sorte de mode d'emploi pour fabriquer des fragments du virus inoffensif à l'image des cibles d'entraînement au stand de tir. Ainsi, lorsque l'organisme croisera le véritable virus par la suite, il saura se défendre contre lui. Alors, en parlant de la Covid-19, alors pourquoi injecter de l'ARN justement? Pourquoi pas un vaccin plus classique, je dirais? L'idée d'un vaccin, Brahim, est toujours la même. Apprendre à l'organisme à reconnaître un agent pathogène pour qu'il produise une réponse immunitaire. Même si leur technologie est différente des vaccins habituels, les vaccins ARN utilisent ce même principe. En général, on injecte dans l'organisme un virus inactivé, voire un petit morceau de celui-ci pour déclencher une réponse. Avec les vaccins de Pfizer et Moderna à ARN, on injecte un bout d'ARN du virus dans ce même but. L'organisme lui-même, stimulé par ces brins d'ARN, va produire des protéines inoffensives du virus. Celles-ci entraînant alors la production d'anticorps.
Merci Thomas Cassab. Alors Thomas Cassab, futur ministre de la Santé. Hein. Future Roselyne Bachelot. Voilà. Merci, c'est en tout cas rassurant. Moi je me posais un certain nombre de questions. Eh bien écoute, je crois que je vais me faire vacciner. Et en France ça démarre? Il n'y a pas de date pour le moment, on n'a pas de date officielle. On est dans l'attente. Ouais. Une question de... Juste une question, Jérôme, parce que je l'ai entendu à plusieurs reprises par plusieurs personnes. Combien de temps en moyenne on met pour faire un vaccin? On met en moyenne entre 1 an et 1 an et demi. C'est les techniques habituelles que l'on a. Si on prend comme exemple la grippe mute chaque année. On arrive à le produire en 1 an. Donc on est dans les temps entre 1 an et 1 an et demi. D'accord. Merci de nous avoir éclairés pour toutes ces informations rassurantes, Thomas. Nous allons terminer cette émission. Donc c'est une période de Noël où nous allons nous offrir des cadeaux. Et tu as une spéciale promo, Annabelle. Idée cadeau à prix promo. À l'arrivée des fêtes, Laurent Baudouin, que nous avions reçu le 15 juin dernier, propose aux auditrices et auditeurs d'Homo Micro une offre spéciale sur ses 2 derniers ouvrages à tonalité homo-érotique orientale. Le premier, À l'Est des Roses, pour 15 €, frais de port 8 €. Et le deuxième, Les dires des nuages qui pleurent, ou l'histoire de Taïb et Tahir, qui a été sacré prix du roman gay, catégorie essai, pour 10 €, frais de port 6 €. Alors pour commander, c'est très simple, vous adressez un mail à Baudouin Laurent, Baudouin, BAUDOIN-6, Laurent, @wanadoo.fr. Merci Annabelle pour cette promo. Et on salue au passage Laurent Baudouin. Qu'aimerais-tu recevoir comme cadeau de Noël, Valérie? Moi, je suis très très friand de livres, vous commencez à me connaître. Ouais. Et toi, Thomas? De revoir mes familles et amis, je pense que ça serait un beau cadeau de fin d'année. C'est bien et joliment dit. Toi, Nicolas? Je vais être vulgaire. Il va être vulgaire. Ah non, dis-nous, tu vas être vulgaire. Alors, dis-nous, on est en fin d'année. Non, mais c'est pas, voilà, c'est un peu comme ce que disait Thomas, revoir les gens, revoir les amis. Ouais. C'est vrai que les temps sont un peu difficiles. Moi, je suis pas sans doute le plus à plaindre parce que j'ai la chance de pouvoir aller au boulot. Ouais. Tous les jours parce qu'on ne peut pas faire de télétravail, mais bon voilà, je me mets à la place de tout un tas de gens dans ce pays qui se retrouvent enfermés entre 4 murs et bon voilà quoi. Annabelle, le plus beau cadeau que tu aimerais recevoir? En fait, c'est d'aller au bord de la mer. Ah oui. Voilà, tout simplement. Et moi, le plus beau cadeau, ce serait de vous retrouver à la rentrée. Tout simplement. Grindr. Ah ouais. L'abonnement Grindr, oui. L'abonnement Grindr. C'est de vous retrouver Grindr Premium. à la rentrée. C'était donc l'avant-dernière émission de l'année. Et la semaine prochaine, donc, nous aurons donc la dernière. Et ce sera quoi comme sujet, Annabelle? Eh bien, c'est un Homo Micro spécial autour des 25 ans de Tétu. Alors, à cette occasion, nous aurons le plaisir de recevoir Didier Lestrade, créateur de Tétu, Romain Burel, le directeur du magazine Tétu, et Christophe Martet, directeur de comité et ancien de Tétu. Sans oublier l'intervention de Didier Roth-Bétoni pour un tour d'horizon des magazines LGBT d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que le chanteur Queer Amar pour son premier single Ready to Dance. Merci pour ce rendez-vous. Ce sera donc la dernière de l'année. D'ici là, bien écoutez, on vous souhaite une bonne semaine. Passez de très très bonnes fêtes en famille. Reposez-vous et on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à notre ami Jérôme d'avoir assuré la technique ce soir. C'est un On vous réel embrasse. plaisir. Ah oui. C'est un réel plaisir de vous avoir retrouvé. Et puis moi, mon cadeau, en fait, c'est de partir loin, en Grèce, en Slovaquie, voilà, au soleil. Merci d'avoir Et voir tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous embrasse. À très vite.